Ça me fait très plaisir de passer après David, parce que la conjecture qu'il a énoncée, qu'il a proposée pour les marchés d'exportation, je vais vous montrer que cette conjecture, elle a même un sens sur le marché français. Et je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on le mesure concrètement en économie expérimentale. Donc le projet que je vais vous présenter, qui est en cours de construction et d'évaluation, a commencé en 2014. Il s'agit d'un projet, d'un programme de recherche pluridisciplinaire qu'on a mis en place à l'ISVV à l'occasion du projet La Cave et qui a pour but de montrer comment l'évolution des vins peut se faire et comment surtout elle peut être évaluée par les consommateurs d'aujourd'hui avec une association entre les économistes, dont je fais partie de cette tangence, mais en association avec les sensorialistes et avec les œnologues. Et donc on a constitué une équipe pluridisciplinaire à l'ISVV pour essayer de bien comprendre quelle est l'évolution des goûts des consommateurs et quelle est la réaction, si on peut la montrer aujourd'hui, quelle serait la réaction des consommateurs par rapport à des vins du réchauffement climatique. Alors, la question, elle est assez compliquée parce que ce qui se passe, c'est que il faut être capable déjà de prévoir l'évolution des goûts des consommateurs. Et là, il y a une littérature sur le sujet qui s'attache à montrer, à étudier l'évolution structurelle des goûts, parce qu'on a aimé le sucré, par exemple, à un moment donné de l'histoire pour certains pays, et puis après, on s'est tourné vers l'acidité, etc., etc. Donc il y a toute une littérature sur l'évolution des goûts qui n'est pas très importante, mais dont il faut tenir compte si on veut faire des projections à l'échelle de 10-20 ans. Et le deuxième point important, c'est l'hétérogénéité internationale. Donc là, j'ai mis quelques auteurs qui travaillent sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'évidemment, ce que je vous dis là, c'est valable en France, mais ça peut être complètement différent aux États-Unis, etc. Donc on vient d'en parler. Et puis, il y a la question de l'instabilité des préférences, qui est un sujet assez récurrent en économie de la consommation, parce que ce que vous aimez aujourd'hui, vous pouvez ne pas l'aimer demain, dans une échelle très courte de temps. Et à ce moment-là, il faut faire très attention au jugement que l'on peut porter sur des analyses de consommation, parce que c'est toujours des photographies, et ces photographies, elles sont valables à l'instant T. Rien ne dit qu'à l'instant T plus 1, eh bien, cette photographie est toujours valable. Et donc, il faut essayer, sur le plan statistique, de faire attention à ce qu'on dit. Alors, donc ça, c'est le point sur l'évolution des goûts. Le deuxième point, c'est l'évolution des vins, sachant que il y a l'adaptation stratégique à la demande, il y a des choix stratégiques, les vins sont issus en partie de choix stratégiques des producteurs, et ces choix stratégiques de producteurs peuvent justement correspondre à ce dont on parlait, la concentration des vins plus chargés, plus alcoolisés, etc. Et donc l'idée qu'on a dans ce projet, c'est de dire, ces vins du réchauffement climatique, peu ou prou, donc c'est pas une idée, c'est une hypothèse de travail, parce qu'il faut bien en avoir, ces vins existent peu ou prou sur le marché et correspondent déjà à une demande de certains consommateurs, une partie de la demande des consommateurs, et ces vins, on peut les trouver en partie, et ce qui va nous permettre de faire un test auprès des consommateurs. Donc la question, c'est ces vins qui correspondent donc à des choix stratégiques actuels de certains producteurs, eh bien, s'ils deviennent obligatoires parce qu'il y a le réchauffement climatique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la consommation va être durable par rapport à ce type de vin? Donc voilà un peu le cadre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a à la fois fait une évaluation sensorielle auprès des consommateurs et puis une évaluation économique. Donc l'évaluation sensorielle, c'est assez classique, c'est qu'on demande la réaction des consommateurs par rapport aux modifications des caractéristiques des vins et en fonction de différents vins qu'on aura sélectionnés. Et puis l'évaluation économique, c'est un peu moins classique parce que on va essayer de demander aux consommateurs de nous révéler ce qu'on appelle leur consentement à payer. Le consentement à payer, par exemple, de cette bouteille de vin, c'est de dire à combien vous êtes prêt à m'acheter ce vin-là, cette bouteille d'eau aujourd'hui, compte tenu du fait que vous la voyez, vous la goûtez pas, par exemple, vous allez me dire 1 €. Mais ce que vous allez me le dire, mais ce que je vais vous demander, c'est de me le révéler. Et donc, je vais organiser une petite expérience où je vais être sûr que vous allez me dire la vérité. Donc, je n'aurai pas le temps de décrire cette petite expérience, ce petit jeu qu'on met en place avec les consommateurs aujourd'hui. Mais c'est ça le principe de l'économie expérimentale, c'est pas s'en tenir au déclaratif,
parce que pour un économiste, le déclaratif, ça n'a que la valeur de la déclaration et on n'y croit pas trop. Ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce que vous achetez réellement dans la vie courante. Et donc, je vais essayer de vous faire révéler le consentement à payer en fonction de l'information que je vous donne sur cette bouteille d'eau. D'accord? Voilà un peu l'idée du programme. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a réuni des consommateurs dans une salle d'analyse sensorielle à Bordeaux Sciences Agro. Il y en avait près de 200, et puis on en a retenu 184 au final, avec des critères de recrutement assez classiques dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a pris des consommateurs réguliers, en l'occurrence c'était des vins de Bordeaux, donc on a choisi nos consommateurs qui correspondent à ce marché, et puis comme on avait des vins de plus de 15 €, on a demandé à ce que les consommateurs soient des acheteurs de vins de plus de 15 € de façon assez régulière. Voilà. Alors, donc, on va faire une évaluation visuelle, une évaluation olfactive, une évaluation gustative. Donc, on va essayer de suivre l'évaluation naturelle qu'on fait d'un vin et comment on se crée un jugement naturellement sur tel ou tel vin. Et on va suivre la logique traditionnelle de l'évaluation des vins avec donc des questions simples, parce qu'on s'adresse à des consommateurs, on ne s'adresse pas à des spécialistes de la dégustation, des œnologues, on s'adresse vraiment à des consommateurs, donc il faut leur parler simplement, leur expliquer est-ce que vous aimez le vin, et on leur pose des questions assez simples comme ça, et puis à combien vous êtes prêt à me l'acheter, d'accord, hein? Et puis alors on va leur demander une note hédonique, comme on le fait traditionnellement, et ce que j'ai dit, un consentement à payer. Alors, on va tenir compte donc, du processus habituel de découverte des vins par les consommateurs et de leur appréciation sur le long terme. Ça, c'est la deuxième phase de l'expérience, c'est qu'on va essayer de voir s'il y a stabilité des préférences. C'est-à-dire, est-ce que les jugements qu'on peut avoir sur une expérience, eh bien, ils vont durer ou pas? Et donc, vous allez voir les réponses. Et puis, crédibiliser les réponses donc, par un mécanisme incitatif de révélation du consentement à payer. Donc, on a des tas de méthodes en économie expérimentale, des petits jeux, pour qu'on explique aux consommateurs, donc qui sont assez simples, parce qu'il faut que ça soit compréhensible par tout le monde, et qui nous permettent d'être sûrs que la proposition qui nous est faite par les consommateurs a une certaine validité, parce qu'ils vont nous acheter les vins, en fait, dans l'expérience. Et donc on voit, ils sont bien obligés de nous révéler leur consentement à payer. Voilà. Alors, au préalable, il faut... Quand on fait ce genre de choses, il faut sélectionner les vins. Et donc c'est pour ça qu'on a réuni des experts et on a fait évaluer, on avait un certain nombre de vins, on avait donc 48 dégustateurs d'abord, et puis 30 vins. Et donc les dégustateurs professionnels, c'est des œnologues de l'ISVV ou des professionnels de la dégustation qui nous ont permis d'effectuer cette sélection des vins qu'on allait soumettre, parce qu'on ne peut pas... un professionnel est capable de déguster, donner un avis quand il a 30 vins devant lui. Un consommateur, dès qu'on dépasse les 3-4 vins, c'est fini, quoi. Il ne peut plus faire de comparaison. Et donc, on est obligé de limiter, vraiment de façon drastiquement, à 3-4 vins la sélection qu'on propose, et donc de faire une présélection avec des professionnels, donc, qui, en l'occurrence, nous ont sélectionné des vins par rapport aux caractéristiques changement climatique. En fait, on s'est surtout focalisé sur la caractéristique fruit-cuit du point de vue aromatique, qui nous a permis de sélectionner des vins avec des méthodes de classification. Et au final, on a retenu 3 vins principaux. Un vin A d'une même appellation d'origine, un vin A qui est sur les fruits frais, et donc vous avez là le degré d'alcool 13,9. Un vin B diamétralement opposé qui est beaucoup sur les fruits cuits et qui a 15,2 degrés d'alcool au final. Donc c'est des vins qui sont vraiment sur le marché, hein, qui sont déjà en vente. Et puis un vin intermédiaire qu'on a sélectionné, qui est exactement intermédiaire. Et là, vous avez donc les caractéristiques sur les fruits frais et les fruits cuits, donc qui vous permettent d'attester le dégradé entre le vin A et le vin B. Voilà. Alors après ça, on a créé un vin A', un vin pirate, je dirais, sur lequel on a uniquement focalisé sur le degré d'alcool. On a augmenté le degré d'alcool du vin A pour se ramener au degré d'alcool du vin B pour tester cette variable particulière du degré d'alcool. Mais sachant que, évidemment, quand le réchauffement climatique n'agit pas uniquement sur le degré d'alcool, il agit sur tout un tas de caractéristiques, donc qui sont symbolisées par ce vin A et ce vin B. Voilà. Alors, le protocole de l'expérience, il est en information croissante, c'est-à-dire
Au début, on dit au consommateur de quel type d'appellation d'origine il s'agit et de quel millésime il s'agit, pour qu'il soit dans un univers qu'il comprend. Il ne s'agit pas de faire des dégustations à l'aveugle pour essayer de piéger les consommateurs. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est quand même de lui donner son cadre habituel de quel type de vin à quel type de vin il a affaire. Et puis, on relève petit à petit. Après, on va le faire visuel, olfactif, gustatif, et on va lui révéler le degré d'alcool. Donc, petit à petit, on va lui donner de l'information à ce consommateur, et puis on va lui demander à chaque moment de réviser sa note, ce qui procède sur chaque vin, sur chacun des 4 vins, et puis son consentement à payer qu'il doit nous révéler. Voilà, c'est un peu ça le processus. Alors, il y a toute une procédure d'information donnée aux consommateurs, parce qu'évidemment, on les décomplexe, on leur explique d'une part, on ne veut pas avoir un avis d'expert, ils ont droit d'avoir leur propre goût, et on tient beaucoup à ça, c'est très démocratique. On leur dit, mais vous avez le droit de détester un vin que tout le monde adore, vous avez le droit d'adorer un vin que tout le monde déteste. Enfin, on les conditionne vraiment pour qu'ils nous disent véritablement ce qu'ils pensent, et personne ne les regarde, et personne ne verra leurs résultats, et on veut savoir, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement l'achat, c'est aussi le réachat. C'est-à-dire de vraiment comprendre structurellement l'attente des consommateurs et leur disponibilité à payer. Et donc pour ça, il faut qu'on les mette à l'aise sur leur avis personnel qu'ils ont le droit d'avoir, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Et on ne leur demande pas de prévoir les prix, hein, on leur précise bien, on leur demande de révéler leur volonté d'achat et à quel prix. Voilà. Donc il y a toute une procédure comme ça. Juste, je passe. Donc on a une hétérogénéité des... Je vais passer rapidement, sinon je vais avoir du retard dans le timing, mais ces courbes-là, c'est pour vous montrer un peu le type de résultat qu'on obtient sur les consentements à payer en fonction des vins. Et vous voyez que c'est très hétérogène, quoi. Vous voyez, c'est 4 courbes de consommateurs pour les 4 vins différents, et on ne voit pas grand-chose. Et donc il y a ce que disait David tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs, il y a une hétérogénéité des goûts, et donc c'est difficile de se faire un avis a priori quand on regarde des individus pris isolément. Par contre, si on fait de l'agrégation des préférences, alors c'est assez étonnant, mais on obtient quand même des résultats assez significatifs avec une hiérarchie des vins. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le vin B, donc cette courbe-là, c'est la courbe du consentement à payer ramené à la base 100. Hein, je ne montre pas les vrais prix qui nous ont été donnés. Ils sont tous normalisés à 100 au départ, quand ils connaissent l'AOC 2010, vous voyez, hein, d'accord. Et puis après, on voit l'évolution au fur et à mesure qu'ils ont découvert les vins, des 4 vins, en fonction du visuel, de l'olfactif, du gustatif, et quand on leur a donné le degré d'alcool de chaque vin. Et là, pas tellement une surprise, en fait, pour nous, c'est le vin B qui sort très largement supérieur au vin A, notamment, et de façon significative. Et le vin A', qui est un peu détecté, notre vin pirate, hein, vous vous rappelez, un peu détecté, mais pas de façon significative. C'est-à-dire qu'il est dans le jeu de la concurrence. Voilà. Donc c'est le premier enseignement, c'est-à-dire que si on présente au consommateur, je ne dirais pas pris par surprise, mais un peu ça, une évaluation des vins, on obtient ce genre de courbe entre les différents vins que je vous ai proposés. Le vin C, qui était un vin intermédiaire, hein, par rapport à la caractéristique fruit-cuit, si vous vous rappelez, eh bien, il sort de façon intermédiaire. Il aurait pu sortir premier, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un équilibre entre le fruit cuit et les fruits frais. Mais non, il sort intermédiaire, il est intermédiaire et il sort intermédiaire en termes de consentement à payer. Alors après, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, mais est-ce que cette hiérarchie, elle est stable, hein? Et ça, c'est pas du tout évident. Alors pour ça, on a essayé d'innover en termes d'économie expérimentale, c'est qu'on a proposé aux consommateurs, on leur a donné le vin A et le vin B, chez eux. On leur a dit, vous avez tout un week-end, et vous faites 4 prises de ce vin, 4 essais de vin chez vous, à 4 reprises, au moment de l'apéritif, et vous notez ces vins-là, pendant tout un week-end, ce vin A et ce vin B. On ne leur a pas dit qu'il s'agissait des vins qu'ils allaient retrouver au moment de l'expérience après. Hein.
Simplement, on voulait qu'ils s'habituent et qu'ils finalement ils forgent leur propre opinion, mais avec de la durabilité, avec de la réflexion sur le long terme. Voilà. Le résultat, c'est, et c'est ça qui nous a surpris, c'est qu'on est abouti à une inversion des préférences. C'est-à-dire que après cette expérience de durabilité, donc ils avaient 4 jours pour tester ces vins, ils sont revenus faire l'expérience, ce groupe, et le vin A sort. Alors le vin A, commençons par le vin A'. Le vin A' a été détecté, le vin pirate, cette fois-ci. Les bulles vertes là montrent qu'il est significativement inférieur à tous les autres vins. Donc il a été détecté cette fois-ci par les consommateurs, alors qu'il a que 1,3 degré d'alcool de plus. Hein. C'est pas énorme, mais il a quand même été détecté dans l'expérience, ce qui montre que quand même on a bien contrôlé notre protocole, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que le vin A est supérieur au vin B de façon significative. Et alors, c'est pas le vin A qui a augmenté par rapport à l'autre groupe, hein, c'est-à-dire que le vin A n'a pas augmenté de consentement à payer, c'est le vin B qui s'est écroulé. Vous voyez, les chiffres, 6,3% d'augmentation, ce qui n'est pas énorme, et en plus, ce n'est pas significatif, du vin A, d'augmentation par rapport au groupe précédent. Par contre, le vin B a perdu 20%, et ça, c'est significatif. Donc, c'est un effet de saturation des consommateurs pour ce type de vin qui est arrivé. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est la différence, pour conclure, je dirais, c'est une pré-conclusion, si j'ai un peu de temps, c'est la différence qu'il y a entre quand on fait une évaluation sensorielle et un marché expérimental. Et vous voyez qu'à gauche, j'ai mis les évaluations sensorielles. Alors, la figure est un peu écrasée, le vin B est un peu inférieur au vin A, mais on ne le voit même pas sur cette courbe, hein. On le voit à peine. Et par contre, quand il s'agit de payer, avec une procédure de révélation, eh bien c'est là qu'on voit les différences qui se font dans la hiérarchie, dans la tête des gens, parce qu'ils doivent payer et ils sont incités à révéler véritablement leurs préférences. Et là, le vin B sort statistiquement inférieur au vin A de façon significative parce que, justement, on est passé au stade du marché. Voilà. Et donc, c'est la différence entre le marché et l'évaluation sensorielle pure, déclarative, je te dirais, entre le déclaratif et l'incitatif. Voilà. Donc, alors, après, on a juste un dernier point. On a quand même contrôlé dans cette expérience si c'est bien la question des fruits cuits, la question du réchauffement climatique, qui était l'explication de nos résultats. Parce que pour l'instant, on a mesuré, mais on n'a pas complètement expliqué. Donc, on a essayé de poser un questionnaire au cours de l'expérience pour voir comment les consommateurs appréciaient cette caractéristique de fruits cuits. Donc, il fallait quand même leur expliquer ce que c'était avec des mots simples, hein. On leur a présenté des pots de confiture pour leur expliquer des figues, etc. On leur a expliqué ce que c'était que l'arôme de fruits cuits, puis est-ce qu'ils reconnaissent, est-ce qu'ils l'appréciaient. Donc, effectivement, le groupe 1, donc le premier groupe qui a été pris un peu par surprise, avait apprécié cette caractéristique de fruits cuits. Et puis, donc, ce qui nous rassurait sur la perspicacité des consommateurs. Voilà. Et puis, pareil pour l'alcool, pour le degré d'alcool. Ils le percevaient en aromatique. Et alors, pour le deuxième groupe, c'est bien la caractéristique fruits cuits qui a été désappréciée par les consommateurs, ce qui nous a permis de bien voir que la raison de la désaffection des consommateurs sur la durée a été la raison qui nous a permis au départ de sélectionner les vins. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis, et B aura vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin, parce que il y avait un désamour sur la durée de nos consommateurs pour ce type de vin. Voilà, j'en ai terminé. Merci.